Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 24 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. 5 mois après la disparition du petit Émile, sa famille continue d'espérer son retour et lance un appel à la prière sur les réseaux sociaux 2 jours avant l'anniversaire de l'enfant. De nombreux internautes, en majorité chrétiens, ont répondu à cet appel. Et la ville de Paris annonce vouloir limiter la vitesse à 50 km/h sur le périphérique après les Jeux Olympiques de 2024 avec une voie réservée au covoiturage. Cette mesure vise à réduire la pollution et les nuisances sonores et elle est évidemment sujette à débat. Et suite à des incidents survenus dans des établissements scolaires lors des hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty, le ministère de l'Éducation nationale a prononcé 605 sanctions, dont 85 exclusions définitives, une tentative de fermeté dans un contexte de très forte tension. Et l'UFC Que Choisir a lancé une campagne accusant l'État pour son inaction face à la situation alarmante des déserts médicaux en France. Avec 83% des Français résidant dans des zones sans accès à certaines professions médicales, l'association a choisi d'engager une action en justice contre le gouvernement. Et à propos de la météo, c'est le nord de la France qui est placé en vigilance orange, vague submersion par Météo France. Les submersions marines pourraient causer des inondations rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves. Météo France souligne des risques pour les infrastructures côtières face au déferlement des vagues. Donc, attention à tous les habitants du Nord. Et je passe maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va revenir sur une affaire qu'on croyait classée. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous remontons 60 ans en arrière, car un témoin clé de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy vient de se manifester après des décennies de silence. Paul Landis, ancien agent des services secrets, lève le voile sur un plan trouble de l'histoire. Aujourd'hui âgé de 88 ans, il se trouvait aux côtés de Jackie Kennedy au moment fatidique à Dallas. Et dans une récente interview accordée au New York Times, son récit remet en question la théorie de la balle magique dans l'incident de 1963. Selon cette théorie, une seule et même balle aurait touché à la fois le président Kennedy et le gouverneur Connolly. Cette balle unique, au cœur de l'enquête officielle, est donc cruciale pour soutenir l'idée d'un tireur unique, lui aussi, Lee Harvey Oswald en l'occurrence. Mais les événements dont Landis a été témoin contrastent avec le rapport officiel. Il se souvient de plusieurs coups de feu et d'avoir ramassé une balle près du président Kennedy, contredisant ainsi les assertions établies depuis des décennies. Reportage. Paul Landis est un ancien agent des services secrets, âgé de 88 ans. Il se trouvait à quelques mètres du président John Fitzgerald Kennedy lorsque celui-ci a été abattu à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963. À l'époque, Landis était chargé de protéger la première dame. Il s'exprime aujourd'hui pour la première fois depuis 60 ans. Il a récemment été interviewé par le New York Times en vue de la rédaction de ses mémoires, qui seront publiées le mois prochain. Selon les conclusions de la commission Warren, une seule et même balle a touché Kennedy et l'a traversé avant de toucher le gouverneur du Texas de l'époque, John Connolly, qui se trouvait à bord du véhicule avec Kennedy. Lors de son interview, Landis a déclaré avoir entendu plusieurs coups de feu. Après l'assassinat, Landis se souvient avoir ramassé une balle sur le siège arrière de la limousine de Kennedy, près de l'endroit où le président était assis. Landis a décrit la balle comme étant dans un état presque parfait. Pour éviter que la balle ne soit perdue, Landis dit l'avoir prise et placée sur la civière de Kennedy à son entrée à l'hôpital. La balle a été retrouvée plus tard sur ce que l'on croyait être le brancard de Connolly. C'est en partie ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'une seule et même balle avait touché Kennedy et Connolly. La révélation de Landis jette aujourd'hui le doute sur cette affirmation. L'historien James Robonalt, qui a participé à la rédaction des mémoires de Landis, a déclaré que si la balle qui a touché Kennedy et Connolly n'était pas la même, il devrait y avoir eu un autre tir. De plus, le témoignage oculaire de Landis soulève également la possibilité qu'il y ait eu plus d'un tireur. Cette remise en question suscite un débat intense et relance les théories alternatives autour de l'assassinat, révélant ainsi
une fissure dans le récit historique jusqu'ici accepté. Les conséquences de cette remise en question pourraient être considérables. Peut-être assisterons-nous prochainement à une réévaluation des conclusions de la commission Warren, incitant à de nouvelles recherches et à un réexamen approfondi des preuves. D'autre part, cette remise en cause pourrait raviver l'intérêt pour des théories alternatives entourant cet événement tragique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche et d'analyse pour les historiens et les chercheurs bien sûr. Car ces révélations soulignent l'importance de rester ouvert à une réévaluation constante des événements historiques, tout en appelant bien sûr aussi à une approche rigoureuse et équilibrée de la révision de ces récits. Et qui sait, ce témoignage pourrait bien remodeler la compréhension collective de l'assassinat de Kennedy et stimuler une réflexion plus approfondie sur les événements historiques majeurs et la manière dont nous les interprétons. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on passe maintenant à l'actualité internationale. C'est aujourd'hui à 7h du matin qu'a commencé un cessez-le-feu de 4 jours à Gaza. Au cours de la trêve, 50 otages, femmes et enfants retenus par le Hamas seront rendus à Israël en 4 groupes, soit environ 13 otages par jour. En échange, Israël garantit un arrêt des combats et libère environ 150 prisonniers palestiniens, soit 39 par jour. Le premier échange est prévu aujourd'hui à 16h, heure locale. Après les 4 jours, l'accord pourra être renouvelé pour 6 jours supplémentaires avec en prévision la libération d'une quarantaine d'otages supplémentaires. D'après le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les tractations se sont avérées difficiles mais ne remettent pas en cause l'éradication totale du Hamas et bien sûr la volonté de mettre tout en œuvre pour le retour de tous les otages. Et en Irlande, hier, en début d'après-midi, un homme armé d'un couteau a agressé plusieurs personnes à Dublin. 5 personnes ont été blessées, dont 3 jeunes enfants. Les faits se sont produits à proximité d'une école, selon les médias irlandais. Un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années qui a été hospitalisé. Les forces de l'ordre évoquent un acte isolé et écartent pour l'instant tout motif terroriste. Et en Chine, une épidémie de pneumonie affectant principalement les enfants suscite une grande inquiétude. L'Organisation mondiale de la santé a demandé à la Chine de fournir des informations clés dans un délai de 24 heures. Les hôpitaux sont débordés, accueillant plus de 7000 patients par jour, et les rapports évoquent des ressemblances inquiétantes avec la période des premières levées des restrictions liées au Covid-19. Ce contexte soulève des questions sur la transparence de l'état sanitaire en Chine et des préoccupations concernant la dissimulation potentielle de nouvelles vagues de Covid-19 émergent également. Des informations en ligne ont été bloquées, ajoutant encore à la confusion. Et on reste en Chine avec Vladia qui va nous parler d'un autre sujet non moins inquiétant puisqu'il s'agit de l'ingérence du Parti communiste dans le monde. Merci Rémi, bonjour à tous. 3 hommes sont tombés dans une embuscade après avoir manifesté au sommet de la rencontre entre Biden et Xi Jinping à San Francisco. L'une des victimes raconte qu'elle rentrait à pied à sa voiture lorsqu'elle a vu un groupe attendre sur le bord de la route. 3 hommes rentraient à pied à leur voiture vendredi dernier. Ils avaient manifesté contre la présence de Xi Jinping à San Francisco pour le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Ils ont alors remarqué qu'un groupe d'hommes commençait à les suivre. Ils allaient nous attaquer très bientôt. Ironie du sort, Zhang et ses 2 amis se dirigeaient justement vers un poste de police pour y déposer des plaintes sur des agressions antérieures, cependant elles n'étaient pas aussi graves que celle qui s'est produite ensuite. Je me souviens juste qu'un homme m'a mis à terre par derrière. Ensuite, mon cerveau s'est vidé. Je ne me souvenais plus de rien. Zhang a déclaré que la seule chose dont il se souvienne, c'est qu'il était allongé sur le trottoir. Ils étaient déjà partis et j'ai entendu une dame appeler la police. Des 3, c'est Zhang qui a été le plus gravement blessé et qui a été transporté à l'hôpital. Notre confrère de NTD a parlé avec Jennifer Zheng. C'est une spécialiste de la Chine et une ancienne membre du Parti communiste chinois.
Elle a travaillé pour le Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État de la République populaire de Chine. Jennifer, quelle est votre opinion? Pensez-vous que ces gens étaient plus que de simples soutiens du PCC? Oui, sans aucun doute. D'après la façon dont ils se comportent, dont ils s'organisent, et même leur coupe de cheveux, comme certains l'ont reconnu, c'est très similaire aux soldats ou aux officiers de police du PCC. Ce type de violence organisée n'a jamais été vu auparavant. Je suis donc très inquiète qu'il ne s'agisse pas de simples soutiens du PCC. Cai Yujiang a déclaré qu'il avait quitté la Chine afin d'échapper à la tyrannie du PCC. Il a également déclaré que pendant les manifestations, la police américaine semblait faire preuve de partialité et favoriser les partisans du PCC. Zhang a déposé une plainte, mais il a déclaré que la police de San Francisco ne s'était pas montrée très coopérative. Aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'à présent. Je vous laisse avec ça. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. En effet, il n'est guère rassurant de voir que le Parti communiste chinois peut agir comme une mafia et arrive à semer la terreur jusqu'à San Francisco. Et on termine ce journal par une belle histoire qui met en valeur la puissance de la vertu et de la bienveillance. Dans la Chine antique, Guo Shijun, réputé pour sa bonté, a fait face à un tigre sur son chemin. Au lieu de céder à la peur, il s'est adressé à l'animal avec respect et courage. Étonnamment, le tigre l'a suivi et est devenu son compagnon, démontrant ainsi la capacité de la bonté à maîtriser même les créatures les plus féroces. Les villageois, témoins de cette alliance improbable, ont exprimé leur stupéfaction et leur respect envers Guo Shijun. Ainsi, cette histoire révèle que même les animaux féroces peuvent être sensibles à la vertu et à la bienveillance des hommes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Un très bon après-midi, un très bon week-end. À lundi.